Pour moi, il n'existe pas une structure. Il existe autant de structures qu'il existe de comptes. Tu as plusieurs clés de pensée et avec ces clés de pensée-là, tu arrives à te dire, OK, quelle structure je vais avoir. Pour le palier de 0 à 1, ce type de marque-là, c'est vraiment des marques où il faut garder les choses les plus simples. Tu as déjà une première partie qui est assez stable. Du coup, tu as besoin de continuer du coup dans ton objectif de croissance. Donc il y a une logique aussi de séparer ton testing et ton scaling. Alors il faut garder une logique simple, simplifier les choses, mais oui, on est du coup c'est des grosses marques, donc forcément il y a des choses qui sont plus aussi simples. Il y a une règle qu'il faut garder, il faut jamais lancer une campagne s'il n'y a pas une réelle raison et si on peut pas le faire via un adset. Bienvenue dans Market Makers, le podcast des experts du média, de la créa et du CRO. Ici, on décortique les meilleures stratégies de scaling pour faire croître votre e-commerce. Avant de plonger dans l'épisode, si ce contenu vous aide, pensez à prendre 10 secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un énorme coup de pouce pour nous et ça nous permet de garder le podcast 100% gratuit et actionnable. Merci et bonne écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui fait toujours débat chez les médias buyers, la structure de compte Facebook Ads. Pour parler de ça, je reçois Hardy, qui est Performance Manager chez Rhodes. Hardy pilote plusieurs comptes e-commerce avec pas mal de dépenses et il passe une bonne partie de ses journées à tester des choses, à optimiser, à scaler des campagnes. Il a aussi la particularité d'animer des formations assez régulièrement auprès de Hades notamment, sur comment passer entre autres de 0 à 10 000 euros de dépenses par mois. Donc ça lui donne quand même une bonne vision sur les structures, aussi bien pour les comptes qui démarrent que les comptes qui scale ou que les gros comptes. Donc on va parler de plein de choses, on va parler d'ABO, de CBO, d'ASC+, de campagne de testing. On va voir aussi est-ce qu'il y a ou pas des méthodes miracles. Spoiler, la réponse est non. Et l'objectif du coup de cet épisode, c'est de décortiquer ensemble comment le top 1% des médias buyers structure ses comptes en 2026 et comment adapter sa structure selon sa taille de compte. Hardy, déjà, comment vas-tu ? Ça va super et toi? Écoute, très bien, on est très content de faire cet épisode avec toi. C'est la deuxième fois que tu passes sur Market Makers en plus, donc je crois que tu es le seul à être passé 2 fois, tu vois, donc très très cool. Et je te propose pour démarrer de commencer avec une petite question introductive. Ouais. Est-ce que, selon toi, il existe une structure Facebook universelle, un hack, un framework qui fonctionne pour tout le monde ? Yes, c'est une très bonne question, je pense, pour commencer, et t'as très bien répondu au départ. Pour moi, il n'existe pas une structure. Il existe autant de structures qu'il existe de comptes. On a de plein de comptes, et donc ça dépend de pas mal de choses. On va dire ça dépend de variables. Et concrètement, quand tu arrives à identifier les variables, tu arrives à identifier du coup quelle structure de compte tu pourras avoir, en fait, globalement. C'est quoi les variables ? Dans les variables, tu peux avoir déjà le spend, le montant que tu vas dépenser déjà par mois. Tu peux avoir aussi le volume créatif. Est-ce que tu produis beaucoup ou est-ce que tu produis très peu? Est-ce que tu as la capacité de produire beaucoup ou très peu? Le panier moyen, en fonction de panier moyen beaucoup plus haut, donc forcément, on va produire potentiellement moins. Des paniers moyens plus bas, comme de la cosmétique, potentiellement là, on pourra avoir une structure qui sera un peu plus classique. Donc le nombre de produits que tu pousses, le nombre de pays, vraiment l'approche. Est-ce que tu veux croître très vite? Est-ce que tu es une startup et tu as levé des fonds et tu vas aller très vite parce que il y a des investisseurs derrière? Ou est-ce que tu es plutôt une marque e-commerce ou une marque globalement où tu es plus proche de ta rentabilité? On prend ça en compte. Et pareil, ton historique de pixels. Donc avec toutes ces variables, déjà là, quand tu arrives déjà à identifier toutes ces variables-là, tu arrives déjà à te dire, OK, déjà, comment je vais structurer mon compte de la meilleure des manières pour piloter mon business, quoi. Et piloter mes Donc, il n'y a pas vraiment de martingale où tu te dis une campagne d'acquisition, une campagne de retargeting, des créas sur du broad, ça fonctionne pour tout le monde, quoi. Ça va varier beaucoup selon les différents éléments que tu dis. Totalement. Et moi, ce que j'aime beaucoup dire par rapport à quand je forme des gens ou quand je leur donne du coup des insights, je leur dis, c'est mieux d'avoir les clés de pensée. C'est mieux d'avoir en fait, t'as plusieurs clés de pensée et avec ces clés de pensée là, tu arrives à te dire, OK, quelle structure je vais avoir. Et en fonction des clés, en fonction de la structure, là, tu adaptes globalement. Écoute, je te propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et qu'on essaye de découper ça en. Je me suis posé pas mal la question de comment structurer l'épisode. Est-ce que on le fait par typologie de secteur d'activité? Est-ce qu'on le fait par taille de marque, par niveau de dépense, etc. Et je pense que le plus pertinent, c'est de faire petit, moyen, gros. Grosso modo, des marques qui se lancent ou alors qui dépensent pas encore beaucoup sur Meta, des marques qui sont plutôt intermédiaires et qui sont quand même plutôt en phase de scaling et des marques qui sont déjà bien établies. Donc, je te propose qu'on les prenne les unes après les autres en commençant avec
une petite marque. Alors, petite marque, bien évidemment, s'il y en a qui dépensent pas beaucoup, ne vous vexez pas sur ce qu'on appelle petite marque, c'est vraiment pour les Yes. catégoriser, mais une marque qui dépense, on considère qu'une marque qui dépense moins de 30 000 euros par mois, ce qui fait 1 000 euros au jour, c'est entre guillemets une petite marque, même si ça commence 30 000, ça commence à être plutôt pas mal. Yes. À quoi ça ressemble une structure efficace pour une marque qui est dans ces eaux-là? Totalement. Bah, du coup, pour la question, si on commence pour le palier de 0 à 1, ce type de marque-là, c'est vraiment des marques où il faut garder les choses les plus simples possibles, peu de campagnes, et c'est un maximum de consolider le budget, parce que plus du coup on répartit le budget dans plusieurs campagnes, plus du coup bah, on met du temps à apprendre certaines choses, donc le mieux c'est de consolider un max de choses. Certains, on peut même avoir vraiment des all-in-one campagnes où on a vraiment le plus de choses possibles, on évite de fragmenter. Pour ce type de campagne, je vais vraiment recommander d'avoir. J'aurais deux structures globalement pour ce type de campagne, et ça va vraiment dépendre de juste un facteur, comme je l'ai dit, de leur volonté de produire beaucoup de créa, s'ils ont une volonté de produire beaucoup de créa, ou s'ils ont une volonté vraiment de croissance rapide. Donc, Hmm. dans la structure 1, c'est si du coup ils produisent pas énormément de créa et ils veulent croître, mais avec une certaine rentabilité, sans trop sacrifier leur rentabilité. J'aurais dit d'avoir du coup une campagne d'acquisition, donc la campagne d'acquisition qui va être du coup le corps, dans lequel du coup ils vont à la fois tester et scaler, et qui sera une campagne d'acquisition en CBO. Donc en fait, on laisse beaucoup plus l'algo diffuser là où ce qu'il pense qu'il y a le plus d'opportunités d'achat et de scale. Donc ça veut dire que j'aurai ma campagne d'acquisition, dans laquelle du coup j'aurai potentiellement 2 ou 3 adsets, où je vais mettre du coup mes batchs de créa, et je vais laisser l'algo diffuser là où est-ce qu'il pense qu'il y a le plus du coup d'opportunités d'achat, parce que moi, ce qui m'intéresse à court terme quand je commence, c'est pas de savoir potentiellement qu'est-ce qui fonctionne, c'est juste d'avoir en fait déjà mes premiers résultats. Donc j'aurais Donc dit déjà cette CBO, Campaign Budget Optimization, c'est le budget c'est au niveau ça. de la campagne et c'est lui qui diffuse sur les différents adsets. Totalement. Donc je mets au niveau de la campagne, donc potentiellement je mets 100 euros par jour, donc le budget au niveau de la campagne, et du coup l'algo va décider sur quel adset il va diffuser. Ça c'est ma première option. Sous-option de cette option-là, c'est si vraiment, et je le fais très récemment, je l'ai vu sur certains comptes, et moi je l'ai testé sur certains comptes, et c'est plutôt pas mal, c'est de faire ce qu'on appelle une demi-CBO. On n'entend pas trop parler de ce terme, mais c'est en gros, c'est se dire, ok, j'ai une volonté quand même de tester mes créas. Et le problème du CBO, c'est que, bah, en fait, potentiellement, sur les 100 euros, il y a peut-être, je sais pas, 90 euros qui va être dépensé sur un adset et 5 euros, 5 euros. Donc le problème, c'est que tu testes pas assez, du coup, tes autres créas. Ce qu'on peut faire, du coup, dans ce cas-là, c'est faire une demi-CBO. Donc demi-CBO, c'est mettre un minimum de dépenses par adset. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais d'abord laisser l'algo dépenser là où ce qu'il pense que c'est le plus intéressant. Et du coup, cet adset-là, ça va être mon adset de scaling par la suite. Donc ça va être toujours du coup là où je vais mettre mes créas de scaling. Et sur les autres adsets que je vais lancer après au fur et à mesure, je vais mettre un minimum de dépenses à 10%. Donc tous mes Hmm. adsets, les nouveaux adsets pour vraiment pousser l'algo à dépenser, je mets 10% de minimum de dépenses. Mais mon adset de scaling, par contre, je mets 60, minimum 50% de dépenses de la campagne. Comme ça, j'ai toujours un adset qui dépense au moins 60%, 50%, et ça me permet de scale. Et en fait, je continue aussi de tester au sein de la campagne avec au moins du 10% du budget, quoi. Très intéressant. Et en termes de ciblage, du coup, sur les campagnes d'acquisition, pour des comptes, des petits comptes, enfin petits qui dépensent, je sais pas, entre 100 et 500 euros par jour, c'est Broad. broad, Ouais, ouais, en 100%. général. Broad, en général, à part cas particulier où, je dis une bêtise, ça peut être un commerce local, des commerces locaux plutôt, des commerces locaux ou lead gen, ça peut être intéressant aussi pour, je pense encore, de tester un peu aussi des intérêts, mais en général, du broad. Pourquoi? Parce que l'algorithme est beaucoup plus et assez smart, l'algorithme de Meta pour trouver les opportunités d'achat. Plus on lui laisse en fait, moins on le bride, plus il est assez smart pour aller trouver les opportunités d'achat. Et surtout qu'en fait, le ciblage aujourd'hui se fait plus vraiment en fait, les intérêts. Le ciblage se fait beaucoup via la créatif. Donc c'est en fonction de la Hmm. créa vraiment qu'on va faire dans le targeting. Donc il n'y a pas trop d'intérêt vraiment à mettre des intérêts. Donc, tout en Creative broad. is the new targeting, comme on dit. Exactly. Et du coup, pour la deuxième chose, donc ça, structure 1. Et structure 2, ça, c'est juste si potentiellement, qui est toujours dans le cas de 0 à 30, si potentiellement, on a ce cas, nous, en agence, où on a des clients, du coup, qui sont beaucoup plus agressifs en termes de volonté de croissance, donc de faire, d'aller beaucoup plus vite.
et de tester beaucoup de créa. Potentiellement, ils passent par une agence de creative stratégie, où donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de créa qui produisent. Là, il y a un intérêt du coup de donner potentiellement autant de chances à chaque créa. Donc là, dans ce cas-là, j'aurais fait plutôt une ABO, donc budget plus haut niveau du coup de la de la campagne mais au niveau des assets. Donc j'aurai ma campagne de Mhm. testing qui sera ma campagne du coup d'ABO, dans lequel je vais tester à chaque fois à l'intérieur mes nouveaux tests par batch. J'aurai toujours du coup une deuxième campagne qui sera ma campagne de CBO, dans lequel du coup je vais mettre toutes mes créas qui ont fonctionné dans ma campagne ABO. Je vais les passer en CBO, mais je vais aussi les Mhm. garder dans ma campagne du coup d'ABO. Donc je les scale de deux manières. Je les scale du coup sur les bio et je les scale en CBO, vertical et horizontal. Et j'aurai toujours ma petite campagne de retargeting dans les deux cas. Donc, dans un Ok. cas, tu as potentiellement deux campagnes, dans l'autre cas, tu as à peu près trois campagnes. Ok. Et du coup, l'ABO, on a fait un épisode dédié pour ceux qui l'ont pas écouté avec Paul et Mélissa sur comment tester ses campagnes en 2026. Comment tester ses créas, pardon, en 2026. Donc ABO, toi, tu recommandes surtout à ce niveau de dépense one concept, one adset, c'est ça? Ouais, plutôt, oui, plutôt de batch, plutôt one batch, one concept Ouais. par one asset, soit regroupé par hook, par concept, par angle marketing, par persona. Moi, je suis plutôt dans ces alentours-là. Ok. Si on passe maintenant à une marque un peu plus établie, donc qui a passé le plafond des 1 000 € de dépenses par jour, qui monte à 1 500, 2 000, 3 000, 4, 5 000 €, qui est vraiment en phase de scaling. C'est souvent un peu ce deuxième palier. Comment ça évolue selon toi une structure à ce moment-là? Ouais. Bah, à partir de ces moments-là, as besoin en fait, t'as besoin du coup, t'as déjà une première partie qui est assez stable. Du coup, t'as besoin de continuer, du coup, dans ton objectif de croissance. Donc, il y a une logique aussi du coup, de séparer, de bien encore séparer, du coup, ton testing et ton scaling. Euh, donc, à ce moment-là, en fait, du coup, bah, ça revient à peu près à ce que je t'ai dit juste avant, c'est que j'aurais sûrement, très sûrement, une campagne, du coup, dédiée au testing en Hmm. ABO, très souvent, et une campagne dédiée en scaling, soit très souvent c'est du CBO Advantage Plus, dans lequel du coup j'aurai toutes mes top créa. Donc très souvent à ce niveau-là, on en revient dans la structure 2 où on sépare le testing et on sépare le scaling, parce qu'on veut isoler en vrai vraiment ce qui fonctionne, et on veut aussi du coup bah, en fait continuer à tester pour en fait bah, du coup continuer à croître les investissements publicitaires. Et des ratios un peu de pourcentage de budget que tu mets en testing versus le scaling? Bah alors tout dépend de globalement en fait l'enjeu c'est que ça va tester un peu ça va scaler dans les deux parce qu'en fait comme tu scales de manière en ABO et en CBO, tu vas scaler à peu près dans les deux. Mais ce qu'on dit en général, c'est à peu près 20 à 30% de ton budget en testing. Donc où ça reste, tu vois, ça reste des bons ordres de grandeur. Pour moi, rester à 30% de ton budget en testing, c'est plutôt cohérent. Comme ça, en fait, t'as tout le reste qui est plutôt stable et qui est plutôt en scaling, quoi. Ce qui est déjà assez agressif, hein. Ouais. 20-30%, t'as quasiment un tiers, ça veut dire que t'es vraiment dans une logique de t'alimenter avec des nouvelles créas et tu veux passer des paliers de dépenses, quoi. Bah, je pense que tout dépend aussi de un autre indicateur qu'on parle, très peu en parle, mais c'est ton hit rate. Donc, c'est ton pourcentage, du coup, de créa que tu as testé vs celle que tu as testé, vs celle que tu as scalée. Bah, imaginons que, bah, tu as un bon taux, du coup, de hit rate. En général, les moyennes en chèque sur le marché FR, c'est au-dessus de 10%. Au-dessus de 10% déjà de créa que tu arrives en gros, ce que tu testes et ce que tu scales, bah, du coup, tu as un bon hit rate, bah, potentiellement, déjà, tu peux être un peu plus agressif. Parce que du coup, t'arrives déjà, en fait, à trouver pas mal de créa bineuses. Donc, potentiellement, tu as un enjeu, du coup, à continuer, en fait, à tester, parce que tu sais que, bah, in fine, ça va te servir, du coup, dans le scale. Hmm. Donc en Donc, termes de structure, tu as une séparation testing scaling évidente, un scaling CBO ou ASC+, et après du coup tu as quoi sur ce type de compte généralement? ouais, dans ce type du compte, du coup, là, c'est là qu'on commence, du coup, on fait beaucoup plus évoluer, là. On essaie toujours de garder les choses les plus simples possibles pour déjà, la lisibilité et pour centraliser un maximum le budget. Mais c'est dans ce type de compte, c'est là qu'on commence à avoir, en fait, du coup, beaucoup plus, du coup, on rajoute de nouvelles campagnes. Potentiellement, bah, on rajoute potentiellement, s'il y a un autre SKU, donc un autre produit, on peut avoir, du coup, une autre campagne avec un autre SKU qui a fort potentiel. Si on se concentre sur un autre produit, donc on aura, je dis une bêtise, pour une marque, elle aura du coup un SKU elle aura une campagne de testing et une campagne de scaling avec un SKU.
et potentiellement une campagne de scaling encore avec un autre SKU sur lequel du coup bah, potentiellement elle va focus sur un produit. Toujours ta campagne de retargeting qui va tourner à peu près du coup où tu vas beaucoup avoir beaucoup plus des créas mofu bofu. Moi, souvent dans mes campagnes de Mm. retargeting, je prends soit les top créas avec beaucoup de social proof et je les mets du coup en retargeting et j'ai aussi des créas dédiés un peu plus du coup quand je dis mofu bofu, je parle du coup de milieu de funnel, bas de funnel, donc des gens qui ont déjà en fait eu un premier contact avec du coup la marque et du coup on met des créas un peu plus bas de funnel. Dans ce type de campagne, on rajoute aussi potentiellement des campagnes de vue de vidéo. Donc c'est aussi pareil. Donc là j'ai couvert le bas de funnel, mais je vais couvrir le haut du funnel avec du coup des campagnes de vue de vidéo qui n'ont pas d'objectif de performance là court terme. C'est beaucoup plus pour faire du coup de la vue de vidéo, donc de toucher des personnes qu'on n'aurait potentiellement pas touchées du coup avec nos campagnes d'acquisition. Et du coup en fait ces personnes-là avec la vue de vidéo qui regardent du coup nos vidéos, ensuite on les retarget par la suite du coup dans nos campagnes de retargeting quoi. C'est Ça c'est un... intéressant cette notion de scale une CBO par SKU, parce que on a eu beaucoup ce débat en interne et il y a eu quelques comptes qui nous ont montré que ça fonctionnait. Et en fait, notamment, je pense avec les mises à jour Andromeda, Ouais, où c'est beaucoup plus pertinent aujourd'hui parce que tu as des SKU qui n'ont pas du tout les mêmes personas, qui n'ont pas du tout les mêmes totalement, paniers moyens, qui n'ont pas du tout du coup les mêmes CPA. Donc en fait, totalement. tout piloter dans une seule et même CBO, tu te limites. Tandis qu'avoir un funnel presque, tu vois, méta avec la campagne, la créa, la landing page, le CPA par SKU, ben en fait déjà tu rentres par, c'est un peu euh, la stratégie de de la pieuvre, tu vois, tu rentres un peu par différents endroits. Ouais, Et, ouais, du coup, ça te permet de totalement. scaler horizontalement, quoi. Ça, c'est intéressant. Totalement. Ouais, surtout qu'en plus, si on prend l'exemple par exemple d'une marque de complément alimentaire, qui historiquement du coup avait un complément alimentaire, sur lequel du coup il y a un SKU, et là, je dis une bêtise, elle lance du coup un autre produit qui peut être par exemple, bah, je dis une bêtise, de la boisson qui a aussi du coup les mêmes vertus que le complément alimentaire. Bah, potentiellement, le complément alimentaire, elle était sur un persona peut-être un peu plus âgé, alors que la boisson, c'est un persona beaucoup plus jeune. Bah, vaut mieux du coup se séparer. T'as pas les mêmes en plus comparé à Bien achat. sûr. Vaut mieux se séparer pour avoir du coup tes deux SKU différents, tu vois. Et retargeting, du coup, là, ça pèse combien à peu près dans ce type de structure? Donc, tu as 30%, donc 30% dans l'acquisition, 20-30% de budget testing. Et l'acquisition versus le retargeting, ça représente combien? Et le vidéo vue? Ouais, moi j'essaie de. Alors, il y a, je pense qu'il faut faire, déjà, tout est relatif par rapport au compte. J'aime dire aussi que, en général, dans le retargeting, on essaie de, tu vois, pas dépasser aussi pareil les 20%. Allez, 10 déjà, au-dessus de 20%, ça commence à faire, bah, t'as une grosse partie, du coup, en retargeting. Mais là, le point, c'est que ça dépend déjà du nombre de visiteurs, déjà, qu'on a sur le site. Et ça dépend d'un truc aussi, d'un test assez simple, c'est, ok, bah, potentiellement, est-ce que, quand j'augmente mon budget sur ma campagne de retargeting, on peut faire le test. Est-ce que du coup j'ai de l'incrément en termes de chiffre d'affaires de nouveaux clients? Parce que le problème, c'est que quand on a trop de budget en retargeting, bah, les CPA plateformes seront très hauts. Bah, on va voir que c'est royal, alors que potentiellement ça sert pas réellement à ramener des nouveaux clients. Donc moi j'aime Hmm. me dire donc ok faire le test. Est-ce que quand j'augmente réellement mes budgets en retargeting, est-ce que j'augmente mon chiffre d'affaires de nouveaux clients? Est-ce que mes NCAC baissent, tu vois? Donc, En c'est un sachant genre qu'en de... plus, aujourd'hui, les plateformes, enfin Meta fait aussi une forme de retargeting avec Totalement. des créas un peu plus bottom funnel dans les campagnes d'acquisition. Totalement. Euh, Totalement. Si on passe sur les structures pour les grosses marques, donc une marque qui dépense plus de 200 000 euros par mois et qui monte à Ouais. 300, 400, 500 par mois, là, qu'est-ce qui se passe à peu près à ce Là, niveau-là? là, c'est ce qu'on aime. C'est les grosses baleines, comme on peut dire. Euh, Dans ces cas-là, c'est pareil. En fait, il faut toujours avoir cette logique de se dire que il faut pas... Alors, il faut garder une logique simplifier les choses, mais bah oui, on est du coup, c'est des grosses marques, donc forcément, il y a des choses qui ne sont plus aussi simples. Je pense qu'il faut avoir aussi du coup dans ce type de marche, d'avoir bah du coup c'est des campagnes de segmentation déjà par pays. Potentiellement à Mm. 200 000, on va chercher potentiellement d'autres pays. Moi, je pense que tout dépend, ça, il faut faire le test, mais souvent, je regroupe les pays francophones ensemble. Donc, si j'ai une bêtise, si j'ai du coup la France, la Suisse, la Belgique et Luxembourg, Monaco, globalement, c'est un peu regroupé ensemble. À part si
certains voient le test et ils le séparent, ça peut être intéressant. Mais les pays francophones ensemble, les pays du coup, bah là, si je dis une bêtise, UK, c'est totalement différent du coup que la France. Bah, j'aurais séparé du coup, j'aurais séparé dans une autre campagne. Donc vraiment là, si je reste en Europe, UK, j'aurais séparé dans une autre campagne, Italie potentiellement dans une autre campagne, Espagne dans une autre campagne. Quand on rentre du coup dans ces choses-là, je sépare du coup dans une campagne. Autre chose même, je pense que si même je target une autre, là parce que Europe, ça reste la même time zone, mais si je target par exemple, je sais pas, les US ou l'Australie, donc c'est totalement à l'opposé. Là, par contre, j'aurais même pas fait potentiellement de campagne, j'aurais réfléchi, est-ce qu'il y a un intérêt à faire un autre compte publicitaire? Donc sur Mm. la time zone, du coup exactement du compte publicitaire. Donc quand ça reste sur la même time zone, je sépare par campagne. Mais quand ça reste du coup ces différentes time zones, il y a un intérêt à réfléchir sur est-ce qu'on peut pas faire d'autres comptes publicitaires. Donc tu peux vite te retrouver avec des structures quand même assez complexes avec si tu as des campagnes de scaling par SKU, des campagnes par marché, déjà rien que ça, si tu es sur une structure, ça peut, tu peux vite monter à 10, 15, 20 campagnes Oui. facile. Bah bien plus, tu vois. Là, en plus, là, je t'ai parlé de ça, mais il y a plein d'autres campagnes optionnelles qui peuvent être intéressantes. Tu peux commencer, imaginons que du coup, t'as des temps forts. Bah, tu peux avoir une campagne où du coup, tu focus, je dis bêtises, Black Friday, où tu as tous tes temps forts, une campagne de temps fort. Tu peux avoir, moi, ce que je teste en ce moment avec mes clients, c'est une campagne qu'on appelle Zombie, ou une campagne test 2. En gros, c'est, bah, en fait, comme tu crées beaucoup de créas, tu les testes, et potentiellement, parfois, tu vois qu'en fait, l'algo, pousse certaines créas, mais tu vois que le ROAS et le CPA est très faible. Mais tu vois que l'algo donne des signaux il pousse du budget sur certaines créas. Bah, s'il y a un intérêt, parfois, certains font le test sur certains comptes, de regrouper toutes ces créas un peu zombies ensemble, qui sont poussées par l'algo, mais qui sont pas dans les KPI cibles. Et parfois, on a de très bonnes surprises où, en fait, on leur donne une deuxième chance, et potentiellement, c'est des créas qui scalent par la suite. Donc, on commence à avoir des Recyclage, quoi. recyclage en gros. Globalement, le zombie, tout dépend de Ouais. comment les gens l'appellent. Tu as des campagnes par DPA, donc international, SKU, c'est là que tu commences du coup beaucoup plus à complexifier les choses. Tu commences à du coup monter en gamme. Donc en fait, si je résume, sur un client qui e-com avec un inventaire produit assez fourni, tu peux avoir en gros campagne tout en haut vidéo vue, donc pour faire de la notoriété. Tu peux avoir Ouais, campagne d'acquisition qui est découpée entre testing et scaling. ouais, Scaling, tu peux avoir un breakdown par SKU, donc avec tes produits que tu pousses en produits d'appel. ouais, Ensuite, tu peux avoir un split par pays. Et en bas, tu as ton retargeting et éventuellement, si tu veux rajouter des campagnes d'offres, des campagnes zombies et peut-être même des campagnes de rétention. Je sais qu'il y a certaines marques qui en font pour ouais, toucher un peu leurs clients déjà existants et leur pousser des messages, ce type de choses. Donc ouais, on ouais, monte vite sur des structures quand même assez industrielles, quoi. totalement. Et là, le but, c'est pour ça que dès le début, je pense que euh, il faut partir sur la simplification au début. Parce que plus Hmm. c'est simple au début, c'est du coup en plus on apprend sur le compte, on comprend bien son compte, et par la suite du coup bah on monte en gamme, on monte en gamme, de jamais lancer. Je pense qu'il y a une règle qu'il faut garder, il faut jamais lancer une campagne s'il n'y a pas une réelle raison et si on peut pas le faire via un adset. Sinon en fait là on Hmm. commence à démultiplier les campagnes. Il faut vraiment avoir toujours une raison valable qui pousse à lancer une nouvelle campagne. Et du coup oui là comme tu l'as très très bien dit, bah, tu commences à monter 15, 20, voire plus de campagnes quoi. Et on n'en parle pas, j'ai oublié d'ailleurs, mais il y a d'autres types de campagnes. Il y a aussi les campagnes catalogue, potentiellement DPA, etc. Donc tu peux aller très loin. Et il y a même sur certains comptes qui sont des vrais très gros comptes qui commencent à vraiment saturer leur marché, tu peux avoir des campagnes de trafic, ce genre de choses, même si de base Ouais. on est plutôt anti-campagne trafic. Mais ok, ultra intéressant. Trafic, trafic. Dernière chose que j'ai vu aussi, Ouais, pour donner des petites nuggets, j'ai vu des comptes qui faisaient des campagnes par agence, créatif. C'est-à-dire qu'en fait, ok. du coup, imaginons que t'as deux agences créatives et tu produis des créatifs en interne, bah, tu mets en concurrence ces agences-là, et du coup, bah, en fait, t'as une campagne où c'est l'agence créative A, l'autre campagne, c'est l'agence créative B, et l'autre campagne, c'est potentiellement toi, t'es créatif. Bon. C'est On aime une, bien ça. Généralement, on gagne. Donc généralement, on gagne souvent de. Donc ça, c'est aussi, tu vois, des tests. Attention, par contre, c'est aussi sur le type de campagne parce que potentiellement, c'est pas dit que bah t'as une première touch sur une campagne et après ça arrive sur l'autre campagne. Mais bah souvent, il y a les gens en fait qui comparent du coup bah leur agence créative comme ça, tu vois. Donc est-ce qu'il y a des cas particuliers où tu vois la structure elle change complètement, genre je sais pas, t'as un panier moyen ultra élevé, t'es sur 25 pays, t'as
as genre 30 000 produits en inventaire. J'imagine que ça se gère un peu différemment. T'as des exemples en tête? Ouais. Cas particulier, on peut partir de... Déjà, on peut partir du panier moyen. Si tu as un gros panier moyen, moi j'aurais dit pareil, de simplifier un maximum, de rester déjà focus du coup sur, je sais pas, je dis un panier moyen, imaginons à plus de 1 000 euros. Dans ce cas-là, en fait, si tu commences à avoir déjà beaucoup de campagnes et beaucoup de d'adsets par campagne, tu fragmentes un maximum. Alors que si tu t'essaies de consolider le plus et te simplifier, déjà tu apprends beaucoup plus facilement. Dans ce type de Ouais, campagne, j'essaie de centraliser. parce que tes CPA sont plus élevés du coup. Totalement. Et du coup, si tu as des marques classiques, globalement, entre des paniers moyens, entre 40 et 60, 80, 90, globalement, ce que j'ai dit, ça respecte les choses, quoi. Ok. Euh, Si tu devais donner un conseil aux marques qui nous écoutent ou aux médias buyers qui nous écoutent pour vraiment réussir, tu vois, à les structurer et pas se mettre de bâton dans les roues, ce serait quoi? Si je devais donner un conseil, réécouter cette vidéo, réécouter cette Ouais. vidéo décomposée là. Si je devais donner un conseil, ce serait, en gros, par rapport à déjà tout ce qu'on s'est dit, c'est en fait, ok, moi j'ai ma marque, j'ai mes clés de réflexion, et ok, dans quelle situation je me trouve, j'identifie la situation dans laquelle je me trouve, et je fais au plus simple. Donc, au plus simple, c'est centraliser, du coup, avoir une, deux, trois campagnes. Ton acquisition, c'est un peu comme ta résumé. Ton acquisition, c'est soit une CBO, soit une EBO plus une CBO. Donc c'est faire le plus simple. Et pour les marques du coup les plus matures, les plus grosses, les plus grosses baleines, si je devais du coup donner un conseil, c'est pareil, c'est ok du coup en fait c'est juste regarder les campagnes, toutes ces campagnes et juste se dire à quoi elles me servent. Est-ce qu'elles me servent réellement? Si elles me servent pas réellement du coup le business, est-ce qu'il y a un moyen de du coup regrouper cette campagne du coup dans une autre campagne? Donc là on repart sur le chemin inverse dans les grosses campagnes, dans les grosses gros comptes, c'est se dire ok moins mais mieux. Je regarde est-ce que ça me sert réellement. Donc je fais le schéma inverse si on est déjà gros et si c'est le schéma du coup on est du coup au démarrage. Donc pareil c'est que je garde les choses le plus simples et après je rajoute les choses par la suite. Trop Vraiment bien. ce que je Puis retiens. écoute, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils, Hardy. On sent que tu as l'habitude de former, de former des gens, c'est très clair. Il y a plein d'éléments très précis. Donc, on espère que si vous nous avez écouté, vous avez apprécié cet épisode, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, évidemment, je ne serais pas un bon créateur de contenu si je ne vous le demandais pas. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit Pouce, commentaire, un 5 étoiles si s'abonner, vous écoutez par s'abonner. audio, à vous abonner là, évidemment à la chaîne Market Makers. On fait un gros taf avec les équipes pour essayer de vous produire du contenu court mais de qualité. Et bien du coup, on te remercie Hardy, on te souhaite bon courage dans tout ton scaling et puis à ceux qui nous écoutent, bonne continuation et à très vite pour un nouvel épisode de Market Makers. Yes. À bientôt. Salut Hardy, ciao.